conférence internationale à Vienne sur les manuscrits de Tombouctou, fenêtre sur l'histoire de la culture et les langues d'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre permettra de donner une visibilité à l'histoire de la culture écrite au Mali et en Afrique. C'est ce soir qu'a eu lieu le tirage au sort de la CAN Gabon 2017 à Libreville. Notre pays se retrouve dans le groupe D avec le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Nous sommes mercredi et c'est ce matin que le Conseil des ministres est tenu au palais de Koulouba sous la présidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour la lecture du communiqué de ce Conseil des ministres, avec moi sur ce plateau, Ibrahima Djambeli. Bonsoir Ibrahima Djambeli. Bonsoir Kadidiatou Kone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester sur notre chaîne. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives au titre du ministère de l'économie et des finances. Le rapport du ministre de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la participation de l'État au capital social de la Société des mines de Komana SA, SMK SA. La Société des mines de Komana, SMK SA est une société anonyme de droit malien ayant pour objet l'exploitation de l'or et des substances minérales du groupe 2 conformément à la réglementation en vigueur. Le présent projet de loi est adopté pour autoriser la participation de l'État au capital social de la Société des mines de Komana SA à hauteur de 20% décomposé comme suit. 10% du capital libre de toute charge correspondant à des actions prioritaires et 10% du capital social représentant la participation supplémentaire à payer en numéraire. La Société des mines de Komana SMK SA va assurer le traitement de 7 millions de tonnes de minerais, la production d'environ 632 000 onces d'or pendant 6 ans et demi, la réalisation de 47,580 milliards de francs CFA d'investissement et la création de 307 emplois permanents en phase de production. 2. Un projet de loi autorisant la participation de l'État au capital social du Fonds de garantie automobile du Mali, FGA Mali SA. Le Fonds de garantie automobile du Mali, FGA Mali, est un organisme du secteur des assurances ayant pour objet la prise en charge des indemnités dues aux victimes d'accidents de la circulation routière ou à leur ayant droit au titre des dommages corporels subis lorsque le responsable de ces dommages demeure inconnu ou non assuré. Le présent projet de loi est adopté pour autoriser la participation de l'État au capital social du fonds à hauteur de 228 millions de francs CFA, soit 60%, le rédicat étant pris en charge par les sociétés d'assurance non-vie. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA. La création du Fonds de garantie automobile du Mali permettra de renforcer la protection des victimes d'accidents de la circulation. Elle participe également de la mise en œuvre du dispositif législatif et réglementaire de prévention routière et de contrôle d'assurance. Au titre du ministère de la Promotion de l'investissement et du secteur privé. Sur le rapport du ministre de la Promotion de l'investissement et du secteur privé, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi relatif au partenariat public-privé PPP au Mali. Le projet de loi relatif au partenariat public-privé adopté vise à permettre à l'État de bénéficier du financement privé et de l'expertise des opérateurs privés dans le cadre de la réalisation des projets structurants à travers le renforcement du cadre juridique et institutionnel de la commande publique. Il fixe en matière de partenariat public-privé, notamment les principes généraux de gouvernance, les conditions préalables à la passation de projets, les procédures et les obligations relatives à la passation de projets, les modalités d'exécution du contrat, les droits et obligations de l'autorité contractante et du partenaire privé et la procédure de règlement des différends. Au chapitre des mesures réglementaires au titre du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Sur le rapport du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les fonctions nominales et électives, les fonctions nominatives et électives pour l'application de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre de l'accès aux fonctions nominatives et électives. La notion
du 18 décembre 2015 a été adopté dans le cadre de la promotion du genre à l'occasion des nominations dans les institutions de la République ou dans les différentes catégories de services publics au Mali et à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, des membres du Haut Conseil des collectivités ou des conseillers des collectivités territoriales. Le présent projet de décret est adopté dans ce cadre. Il dresse la liste des fonctions nominatives et électives et détermine le cadre institutionnel pour le suivi et l'évaluation des mesures envisagées. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'économie et des finances, le directeur des finances et du matériel du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, M. Abdoulaye Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'équipement, des transports et du désenclavement, inspecteur à l'inspection de l'équipement et des transports, M. Modibo Keïta, ingénieur des constructions civiles, M. Salif Diallo, ingénieur de la navigation aérienne. Directeur général de l'Agence d'exécution des travaux d'intérêt d'entretien routier AGEROUTE, lieutenant-colonel Youssouf Traoré. Directeur général du Centre de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics, CNRS BTP, M. Adama Koulibaly, ingénieur en bâtiment. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Chef de cabinet, Madame Gologo Aminata Diarra, ingénieur des constructions civiles. Inspecteur en chef à l'inspection de l'environnement et de l'assainissement, M. Adi Karim Touré, ingénieur des eaux et forêts. Directeur de l'unité de gestion de la Grande Muraille Verte, M. Kouluntan Koulibaly, ingénieur des eaux et forêts. Directeur national de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, M. Yaya Konaté, vétérinaire et ingénieur d'élevage. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, sur le rapport du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au plan d'action gouvernemental de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. Le transfert des compétences consacre le principe de la gestion par les collectivités territoriales des attributions légales qui leur sont reconnues. Le plan d'action gouvernemental de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales est élaboré pour contribuer à la mise en œuvre de la stratégie et des mécanismes de transfert à l'horizon 2018 de 30% des recettes budgétaires de l'État aux collectivités territoriales, conformément à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Il fait le point de la situation de mise en œuvre du processus de transfert de compétences et dégage les perspectives d'évolution permettant d'atteindre le taux de transfert de 30% des recettes budgétaires de l'État à l'échéance indiquée. Il constitue un outil de coordination et de mobilisation des acteurs en matière de transfert des ressources de l'État aux collectivités territoriales. L'exécution du plan d'action gouvernemental de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales participe du renforcement des capacités des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des compétences transférées ou à transférer. Au titre du ministère de la promotion de l'investissement et du secteur privé, sur le rapport du ministre de la promotion de l'investissement et du secteur privé, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la stratégie de partenariat public-privé PPP au Mali. Le partenariat public-privé désigne le dispositif permettant à l'État d'obtenir le financement des projets publics par des investisseurs. La stratégie de partenariat public-privé, objet de la présente communication, vise à renforcer le cadre juridique et institutionnel de la commande publique, et cela en matière de partenariat public-privé sur la base des grands principes des finances publiques, notamment d'efficacité, de transparence, de concurrence, d'intégrité et d'égal traitement des candidats. La mise en œuvre de la stratégie de partenariat public-privé au Mali contribuera notamment à attirer et à assurer les investisseurs en créant un climat comptable, fiscal et douanier propice à l'investissement.
Elle contribuera également à dissiper le climat de méfiance entre le secteur privé et le secteur public. Le coût de la mise en œuvre des activités est estimé à 310 millions de francs CFA pour la période 2016-2017. 2. D'une communication écrite relative à la politique nationale de promotion des investissements du Mali PNPI. L'élaboration de la politique nationale de promotion des investissements du Mali PNPI vise à doter notre pays d'un cadre de référence des actions à mener dans le domaine de la promotion des investissements. Sur la base des orientations définies, la politique nationale est articulée autour d'axes stratégiques que sont notamment le ciblage de la promotion des investissements en fonction des secteurs prioritaires, la promotion des investissements dans les petites et moyennes entreprises, PME, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'accompagnement des acteurs clés de l'investissement, la promotion de l'image du Mali comme destination favorable à l'investissement. La mise en œuvre de la politique nationale promotion des investissements du Mali contribuera entre autres à l'accroissement du volume des investissements privés étrangers au Mali, la réduction de la pauvreté et du chômage, l'amélioration de la coordination des actions de promotion des investissements, l'amélioration de l'environnement des affaires, l'amélioration de l'image du Mali comme destination favorable à l'investissement. Au titre du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, sur le rapport du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative à la mise en place du programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur karité au Mali. L'exploitation du beurre de karité représente pour les femmes, particulièrement celles du secteur rural, une source de revenus substantielle permettant de renforcer leur pouvoir économique et social. Le programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur karité au Mali vise, dans ce contexte, à améliorer les conditions de vie des femmes grâce à l'augmentation de leurs revenus et l'exploitation rationnelle de la ressource karité. Sa mise en œuvre contribuera à l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes rurales de notre pays en général, particulièrement celles des régions de Caille, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti à l'horizon 2021. Elle permettra également l'amélioration des revenus des femmes à travers des actions pilotes concernant notamment la transformation du karité, le ciblage des activités d'accès aux facteurs et moyens de production ainsi qu'au marché, le renforcement des capacités sur les aspects de gestion et de planification financière pour propulser le développement de l'entrepreneuriat féminin rural. Le coût de mise en œuvre des activités du programme d'appui à l'autonomisation des femmes dans la chaîne de valeur karité au Mali pour la période 2017 à 2021 est de 2,769 650 000 francs CFA, dont le financement sera assuré par l'État, les bénéficiaires et les partenaires techniques et financiers. Ce sera tout pour ce soir, Khadija Toukoune. Merci bien, Ibrahima Djambélé. Nous restons au palais présidentiel pour parler également de cette audience que le président de la République a accordée au ministre nigérien des Transports hier en début de soirée. Il était porteur d'un message du président Issoufou, message relatif à la candidature d'un cadre nigérien pour le poste de directeur général de l'ASECNA. Omar Amdida Tchana est au micro de Alousseni Touré. Vous savez, le Niger et le Mali partagent des liens d'amitié et de fraternité séculaire. Et nous avons en commun plusieurs organisations régionales et sous-régionales. C'est dans ce cadre que Son Excellence M. Mamadou Issoufou, président de la République du Niger, m'a chargé de porter à la très haute attention de Son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta un message en ce qui concerne la candidature du Niger pour la direction générale de la SECNA. Je suis très sensible à l'accueil qui nous a été réservé. Je remercie infiniment Son Excellence Monsieur le Président de la République qui nous a reçus aussitôt à notre arrivée et dans des conditions parfaites qui témoignent de la fraternité et de la grande amitié qui lie nos deux pays. Le Président de la République a promis d'examiner avec la plus haute attention notre candidature. Et le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, tient depuis cet après-midi
sa 12e session ordinaire. Les travaux de 2 jours porteront sur des points entre autres état de la mise en œuvre de l'accord, présentation des initiatives du gouvernement lors de l'intercession, présentation et discussion du rapport du sous-comité chargé du développement socio-économique et culturel, présentation et discussion du sous-comité chargé des questions de défense et de sécurité et poursuite de l'examen des questions organisationnelles en lien avec le budget du comité de suivi de l'accord. Kabala est en effervescence le lundi dernier, raison 150 000 habitants du quartier environ ont désormais à leur disposition l'eau potable grâce à la réalisation d'une adduction ayant coûté plus de 9 milliards de francs CFA, d'où la sortie massive de la population pour exprimer sa joie, son bonheur d'être enfin délivré de la pénible corvée de pénurie d'eau. Nous vous proposons un court film de cette cérémonie. Jigo kunga gele foka damateme ni san kunnana mogo kumbe jim kumbe sigi mogo kumbe to jide suli jinno ka barakala. C'est un paradoxe, c'est singulier que nous en soyons encore à fêter l'eau potable au XXIe siècle. Hélas, hélas, tel est notre lot. Voilà, nous reviendrons sur les temps forts de l'inauguration de cet ouvrage inédit réalisé grâce à la solidarité de nos partenaires et à l'expertise nationale. Ce sera dans un magazine spécial conçu par nos reporters en français et en bamanankan. Bientôt, la société minière Bitugold va commencer l'exploitation de la mine d'or de Fekola dans la commune rurale de Kéniéba. Cette zone produira 11 tonnes d'or par an et les travaux d'installation sont presque finis. Voilà le constat fait par le ministre des Mines, professeur Timogo Sangaré, qui s'est rendu sur le site avec l'ambassadeur du Canada au Mali. Envoyés spéciaux Daouda Sidiki Diarra et Barakou Maïga. Le groupe canadien Bitugold lance un gigantesque projet minier dans la commune rurale de Kéniéba. Situé à 40 km et au sud-est de Kéniéba, le projet de Fekola sera la deuxième plus grande mine d'or au Mali. Cela avec une capacité de production de 350 000 onces par an, soit 11 tonnes d'or. Actuellement, 880 employés évoluent sur le chantier qui est à sa phase de finition. Ce projet tient à cœur les autorités de notre pays. Voilà qui explique la présence du ministre des Mines sur les chantiers. Il est accompagné par l'ambassadeur du Canada au Mali. Très prochainement, nous serons ici pour l'inauguration de cette mine qui est un chantier d'avenir parce que déjà les estimations faites frôlent les 150 tonnes d'or de réserve et ça c'est seulement pour la surface. L'entrée en production de cette mine va conforter la position du Mali en tant que troisième producteur d'or en Afrique. Les populations qui fondent beaucoup d'espoir sur ce projet vont en tirer tout le bénéfice. Nous avons ici une compagnie canadienne, Bitugold, qui est un modèle en la matière en termes d'éthique, qui, moi, me rend très fier comme citoyen canadien et encore plus comme ambassadeur du Canada, en espérant que ce partenariat avec votre pays, Monsieur le ministre, soit un grand succès
pour tout le monde. La mine d'or de Fekola a une durée de vie de près de 13 ans. Le ministre a eu des échanges avec les notabilités de la localité avant d'assister à un exposé sur le projet. Les travaux continuent. Les camps accueillent déjà les employés. Les leaders communautaires ont confirmé l'esprit de bon voisinage qui prévaut entre eux et la direction de la mine. La direction de la mine va honorer ses engagements socio-économiques et environnementaux à travers un programme de développement durable. Entre autres enjeux, le déplacement du village de Fadougou, situé à 2 km de la mine. Le ministre a prêté une oreille attentive aux préoccupations des populations. Les demandes sont dans le circuit et je ferai en sorte, avec mon homologue des domaines et des affaires foncières, pour que ce dossier soit diligenté afin que le village soit délocalisé. B2Gold est une société minière canadienne qui exploite 4 mines d'or aujourd'hui à travers le monde. L'information, c'est également cette rencontre des experts du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Et c'est pour pouvoir harmoniser les pratiques en matière de lutte contre la traite des personnes dans les 6 pays de la sous-région. C'est à la faveur d'une session de formation de 5 jours. Elle est organisée par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme avec l'appui financier de la CEDEAO et de l'Union européenne. On en sait plus avec Batraouri. Le Mali partage plus de 7000 km de frontières avec ses 7 pays voisins. La gestion sociale, politique et économique de ces frontières repose sur une bonne politique en la matière. L'ancienne politique nationale des frontières ayant montré ses limites, notamment dans les domaines sécuritaires et démographiques, la relecture de ce document pour faire face aux défis actuels est donc impérative. Le département, depuis fin 2014, a procédé à la tenue d'ateliers régionaux pour débattre des questions de frontières, pour prendre en compte les soucis de ces populations, pour adapter cette politique au contexte actuel, surtout de sécurité. Ce travail de relecture de la politique nationale des frontières a été engagé depuis quelque temps par le Mali de concert avec ses partenaires techniques et financiers comme ECAP Sahel. Les priorités de la mission concernant l'appui aux autorités maliennes en gestion des frontières visent les volets suivants. Renforcer la capacité nationale afin de permettre aux autorités de réaliser un contrôle efficace et efficient des frontières. Pour le gouvernement du Mali, le défi de la stabilisation des espaces frontaliers est relevable, pourvu que le pays se dote d'un outil efficace de référence en se basant sur l'approfondissement des axes et orientations de notre politique des frontières. C'est pour porter les questions frontalières et transfrontalières au rang des priorités que le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État s'est inscrit dans une dynamique de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Il s'agit de mener ensemble une réflexion articulée autour de la vision de la politique nationale des frontières, de ses axes et orientations stratégiques, ainsi que des priorités du portage politique et du pilotage stratégique. La session de formation regroupe entre autres les représentants des institutions de la République, ceux des départements ministériels et des structures spécialisées de l'État. Le ministère de la Santé a reçu du matériel de soins du sida d'une valeur de 300 millions de francs CFA. Le don est fait par l'entreprise Action Santé Logistique de traitement de maladies endémiques. La remise a eu lieu au siège du département de la Santé entre le représentant de l'entreprise, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Assainissement. Reportage Adama Koulibaly. Le département de la Santé, de l'Hygiène et de l'Assainissement vient de bénéficier d'un lot de matériel pour les diagnostics de la maladie du sida, un don de l'entreprise Action Santé Logistique ASL. Le matériel aura coûté plus de 300 millions de francs CFA. Aujourd'hui, on a constaté que dans nos centres, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. On a beaucoup d'efforts à faire dans le cadre de l'accès aux soins et de l'accès au suivi biologique, et surtout pour les patients infectés par le VIH-Sida. Suite à ce constat, nous avons vu avec le ministère de la Santé pour dire que nous souhaiterions les accompagner. Parce que pour nous, l'aide au développement n'est pas que international, il doit d'abord être national. Le ministre de la Santé a salué le bon partenariat entre son département et l'entreprise ASL avant de souligner que ce geste est fait au bon moment. C'est des équipements qui permettent de faire le suivi du traitement, en tout cas des personnes qui sont sous antirétroviraux. Il est important de dire qu'il s'agit là d'équipements portatifs. Ça veut dire qu'on peut le prendre et se déplacer avec, aller même au chevet du malade
au lieu que ce soit les malades qui viennent pour faire les prélèvements. Les équipements remis, au nombre de 35 appareils, seront répartis entre les centres de santé de référence sanitaire à travers le pays. Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako. Et sachez que Dr Abdraman Silla, ministre des Maliens de l'extérieur, a participé du 11 au 13 octobre 2016 aux travaux de la réunion d'évaluation de l'OIM sur les progrès enregistrés dans le cadre des objectifs de développement durable ODD relatifs à la migration et la 6e réunion mondiale des processus régionaux consultatifs sur la migration. Cette rencontre a permis aux pays et acteurs concernés par la migration de faire connaître les stratégies, les politiques et les mesures prises pour atteindre les cibles des ODD. Vienne, la capitale autrichienne, a abrité une conférence internationale sur le thème « Les manuscrits de Tombouctou, fenêtre sur l'histoire de la culture et les langues d'Afrique de l'Ouest ». Cette rencontre a pour objectif de donner une visibilité à l'histoire de la culture écrite au Mali en Afrique d'une part, et d'autre part d'intensifier la coopération entre le Mali et l'Autriche. Modibo Soiré et Makamfi Konaté sont nos envoyés spéciaux. C'est à la prestigieuse Académie diplomatique de Vienne que les acteurs de la culture du Mali et de l'Autriche se sont retrouvés pour parler du patrimoine historique, notamment les manuscrits de Tombouctou lors de cette conférence. La rencontre magnifie l'importance de ce trésor inestimable qui a été sauvegardé et protégé de l'autodafé des djihadistes pendant l'occupation du nord du Mali en 2012. Parmi vous, plusieurs n'ont certainement pas eu l'heure de se rendre à Tombouctou aux fins de contempler ces prestigieux manuscrits. Eh bien, Tombouctou est venu à vous. Au cours de cette conférence, le chef du département de la culture, dans son intervention, a insisté sur le parallèle culturel et historique entre le Mali et l'Autriche. Tombouctou, à l'instar de Vienne, est une mémoire physique de l'évolution du monde depuis le XIVe siècle. Tombouctou, connu par ses manuscrits, renferme dans ses parchemins des clés scientifiques, des preuves écrites de l'apport de l'homme africain dans l'histoire. Cette rencontre a été surtout marquée par les communications sur les manuscrits et l'existence d'une histoire écrite de l'Afrique. Les panélistes ont débattu d'autres sujets pointus qui sont traités dans ces manuscrits depuis des siècles. Nous espérons qu'avec cette conférence, on peut plus sensibiliser sur l'importance des manuscrits de Tombouctou, des manuscrits du Mali, des manuscrits de l'Afrique de l'Ouest. Cette activité est une suite logique des journées culturelles du Mali en Allemagne. Elle sera suivie d'une exposition sur les manuscrits à la Bibliothèque nationale de Vienne. Et dans le cadre de la 43e session plénière du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale qui se tiendra courant 2017, la FAO organise le 20 octobre 2016 à Rome, en Italie, un forum sur l'urbanisation, la transformation des espaces ruraux et leur incidence sur la sécurité alimentaire et la nutrition. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Dr Nango Dambélé, participera au dit forum comme panéliste sur le thème « Partage des expériences pratiques sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au moyen d'approches rurales, urbaines, intégrées » aux côtés d'éminentes personnalités venant d'Amérique du Nord et du Sud et d'Asie. Plus de 148 millions de francs CFA, c'est le montant destiné à la réalisation des projets eau potable pour les réfugiés déplacés de retour des communes de Ber et Alafia, cercle de Tombouctou, financé par la MINUSMA. Le lancement de ce projet a eu lieu à Tombouctou sous la présidence des autorités régionales. Depuis Tombouctou, Yaya Tandina. Faciliter l'accès à l'eau potable aux populations locales rapatriées et déplacées de retour des communes de Ber et Alafia, cercle de Tombouctou, c'est tout le sens de cette cérémonie de lancement du projet eau potable financé par la MINUSMA et le Royaume du Danemark et mis en œuvre par l'ONG Nord et Développement, Nordev. L'ONG Nord et Développement, qui s'est déjà spécialisée dans le secteur de l'eau et l'assainissement, va tout mettre en œuvre pour que ces projets soient réalisés et dans les meilleurs délais. Ces projets d'un coût total de 148 864 716 francs CFA à travers le fonds fiduciaire et du partenaire danois. Et ceci sous la supervision de la section stabilisation de la MINUSMA.
La durée des travaux s'étend sur 4 mois. Et pour les bénéficiaires, c'est une véritable réponse à leurs préoccupations. Et nous, en tant que communauté, en tant que représentants de communauté, ça nous aide vraiment à les sédentariser, afin d'aller à l'école, afin d'aller aux soins de santé, et afin de créer des activités généralisées de revenus autour de ces points d'eau. Le gouvernement du Mali, dans sa politique de développement, accorde une place importante à l'adduction d'eau de nos villes, de nos villages et de nos campagnes. La réalisation de ces forages sera effective avec l'expertise de la direction régionale de l'hydraulique de Tombouctou. Les communautés Kelgounan et Idorfan dans le cercle d'Ansongo, région de Gao, ont décidé de faire la paix. C'est à la faveur d'une rencontre de réconciliation initiée par les deux parties et financée par le Centre pour le dialogue humanitaire. Boubacar Bablin-Touré pour les détails. Cette poignée de main entre les chefs de fraction des communautés Kelgounan et Idorfan vient concrétiser la fin d'un malentendu qui oppose ces deux communautés depuis le 21 mai 2015 dernier dans la commune rurale de Tinahama, cercle d'Ansongo. Aujourd'hui, les deux parties veulent sceller la paix, la réconciliation, le pardon et le vivre ensemble. J'ai le sentiment de fierté parce que je suis très attaché à ma terre. Je suis attaché à la République du Mali. Ça me conforte. C'est des frères et des sœurs qui se sont retrouvés et qui ont ensemble jugé utile de se retrouver et d'en tirer la guerre des haches, comme on le dit, faire la paix des braves. Financée par le Centre pour le dialogue humanitaire, CHD, cette rencontre a été une occasion pour les uns et les autres de faire la lumière sur les sources du conflit et de proposer des solutions pour qu'une telle situation ne se répète plus à Tinahama. Je pense bien que l'objectif est atteint parce que c'est des communautés qui ont vécu ensemble pendant 700 ans. Et à partir d'un problème, les autres ont quitté pour aller au Niger. Ils ne se sont jamais rencontrés. Et il y a ces 2 jours, ils sont en train d'échanger. Nous pensons que c'est très utile parce que la cohésion sociale est restaurée et tout ce que nous cherchons est fait aujourd'hui et que nous sollicitons également HD dans d'autres circonstances. À l'issue de la rencontre, les deux parties ont apposé leur signature en bas d'un document pour mettre fin à un conflit intercommunautaire qui n'a que trop duré. L'événement s'est déroulé en présence des frères et voisins des communes sœurs et du département d'Ayourou au Niger. En image, la 8e région militaire de Sikasso a un nouveau commandant de zone. Le colonel Khalifa Sanogo a passé le service ce samedi au colonel Alkaya Touré. La cérémonie de passation qui a eu pour cadre le Kantieba de Sikasso s'est déroulée en présence des autorités administratives, politiques et militaires de la région. En prenant la fonction, le nouveau commandant de zone, le colonel Alkaya Touré, au regard des défis sécuritaires, a invité les uns et les autres à plus d'abnégation et de persévérance. C'est par un défilé des différentes forces de sécurité de la région qu'a pris fin la cérémonie de passation. Tenue à Kaya de la 15e session du conseil d'administration de l'hôpital régional Fousséine-Ndao, les échanges ont porté sur la vérification des mandats, l'examen et l'adoption du procès verbal du conseil d'administration du 29 février dernier, le contrôle de l'État de mise en œuvre des recommandations, entre autres. Kansuto Kanouté. Au terme des travaux de cette 15e session à mi-parcours du conseil d'administration de l'hôpital Fousséine-Ndao, il est ressorti que les résultats obtenus à mi-parcours au niveau du budget est à hauteur de souhait. Le taux de réalisation des ressources est à un niveau acceptable de l'ordre de 43% et le taux d'exécution des dépenses est à l'ordre de 41%. L'hôpital Fousséine-Ndao a enregistré un bon taux de recouvrement. La question des rapports que nos commissions adoptent nommées par nous-mêmes du conseil d'administration pour pouvoir trouver une solution par rapport à la réorientation des mandats de certains praticiens. Moussa Diawara, conseiller technique au ministère de la Santé, n'a pas manqué de féliciter et encourager le directeur général et tout son staff. Il est programmé la construction d'un nouvel hôpital de Caille qui est dans les perspectives et qui est en bonne place même dans les priorités du département. Donc, force est de constater que ces problèmes de ressources humaines et de plateaux techniques seront résolus. L'ensemble des anciennes recommandations ont été presque en totalité satisfaites. Cependant, il y a quelques nouvelles recommandations, dont les plus importantes sont les paiements des arriérés
des reversements INPS. C'est quand même des arriérés qui datent de plus de 10 ans. À noter que les consultations ont été réalisées à hauteur de 40%, les hospitalisations 51% par rapport à la mobilisation des ressources au niveau des partenaires 80% et le taux de décès est dans la limite de la norme. Parlons aussi des travaux de la 3e session ordinaire du Conseil du district de la mairie centrale. Il s'agissait de faire l'examen du projet de budget 2017. L'assainissement, aménagement et embellissement urbain, la santé et l'hygiène publique sont entre autres les objectifs visés. Reportage Youssouf Diakité. Cette 3e session du Conseil du district de Bamako se veut une opportunité pour les élus d'échanger de long en large sur le budget prévisionnel 2017. Le budget en question s'articule autour de plusieurs objectifs à atteindre. Le projet de budget exercice 2017 de la mairie du district, qui est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 39 milliards 192 millions 358 112 francs CFA, vise essentiellement à améliorer et à consolider les acquis de l'exercice en cours dans les domaines ci-après. La mobilisation continue des ressources, l'assainissement, l'aménagement et l'embellissement urbain, la mobilité urbaine, la santé, l'hygiène publique, la lutte contre l'insécurité routière. Je voudrais inviter la population de Bamako à s'acquitter régulièrement et correctement du paiement des impôts et taxes, des redevances de la collectivité pour donner à notre belle capitale les moyens de ses ambitions de développement pour le bonheur de nos populations. Les élus ont regretté le faible niveau de réalisation des activités de recettes à cause de la situation que traverse le pays. Le système d'information intégré biométrique type Web Service de la CANAM sera opérationnel le mois prochain. L'annonce a été faite lors de la 13e session ordinaire de la Caisse nationale d'assurance maladie. Le budget de la structure passe de 36 milliards à 42 milliards avec des activités complémentaires. Le compte-rendu est signé Moïse Traoré. La 13e session du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, se penche sur le budget 2016 rectifié. De 36 milliards, l'enveloppe passe à 42 milliards. Une évolution justifiée par l'augmentation des dépenses techniques et l'organisation d'une campagne d'enrôlement biométrique. L'acquisition d'un système d'information intégré biométrique, type Web Service, qui constitue le cœur de métier pour la gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire est effective et son opéralisation débutera avec la campagne d'enrôlement biométrique à partir de novembre 2016. Ce qui marquerait une avancée incontestable dans la gestion aussi bien des immatriculations, des cotisations, de la liquidation que dans la fiabilisation des supports grâce à la production de cartes biométriques couplées avec NINA. Différents rapports du commissaire aux comptes sont présentés au cours de la session qui passe en revue les défis à relever. Prévenir et lutter efficacement contre la fraude et les abus de consommation des prestations de l'AMO, étendre les espaces AMO au niveau des établissements hospitaliers régionaux et centres de santé de référence sur toute l'étendue du territoire. La CANAM entend assurer des contrôles médicaux réguliers dans les établissements de soins. La Caisse ambitionne également garantir la fourniture des prestations AMO sur toute l'étendue du pays. Et ce communiqué suite à la décision du Bureau politique national du Rassemblement pour le Mali fixant au 18 et 19 octobre 2016 à la tenue des conférences de section de Gao et Ansongo. Les responsables des 10 organes à Gao et Ansongo ont adressé une lettre à la direction du parti sollicitant le report de ces conférences. Le Bureau politique national du parti a pris acte de cette demande et autorisé le report des dites conférences à une date ultérieure. Le BPN invite les uns et les autres à resserrer les rangs pour relever les défis. Nous sommes au mois d'octobre et c'est le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali. L'ONG Al Farouk a procédé
à la distribution des produits alimentaires à des personnes en situation difficile. Elle a également mis à la disposition des habitants de Sabali-Bougou, en commune 5 du district de Bamako, un château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes. Le coût des opérations est estimé à plus de 38 millions de francs CFA. On en parle avec Sokona Kamisoko. Le mois d'octobre est consacré par les plus hautes autorités à l'intensification des actions de solidarité en faveur des couches démunies. Raison de plus pour l'ONG Al-Farouk d'offrir une centaine de tonnes de vivres à des personnes en situation difficile. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 3e semaine thématique de personnes handicapées du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, 22e édition. L'ONG Al-Farouk a voulu accompagner l'État malien dans tous les mois de solidarité. On a programmé 8 activités, un coût total de 1,787 milliard de francs CFA. Au-delà des centaines de millions de francs CFA investis dans l'assistance aux démunis, l'ONG Al-Farouk contribue fortement à l'accès de la population du district de Bamako à l'eau potable, comme en témoigne la construction de ce château d'eau d'une capacité de 20 mètres cubes à Sabali-Bougou, en commune 5 du district de Bamako. Par ce geste, Monsieur le directeur, votre institution vient ainsi de contribuer à donner plus de chance et d'espérance à la population de Sabali-Bougou, ses femmes, ses enfants et familles pour leur plein épanouissement. Soyez en remerciés. Présente au Mali depuis une vingtaine d'années, l'ONG Al-Farouk évolue dans divers domaines tels l'enseignement, la santé et l'humanitaire. Dans le cadre de l'organisation de l'élection des conseillers communaux du 20 novembre 2016, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État a l'honneur d'inviter les mandataires des partis politiques et groupements de partis politiques à venir valider les maquettes des bulletins de vote demain, jeudi 20 octobre 2016, à partir de 9h à la Direction générale de l'administration du territoire. Le ministre est compté sur la bonne compréhension de tous. La coordination des mouvements de la ZAWAD CMA vient d'organiser une conférence de presse pour informer sur l'état d'avancement du processus pour la paix. Si la CMA salue certaines avancées, elle déplore par ailleurs le quota des autorités intérimaires dans les régions de Tombouctou, Kidal et Ménaka. Abbé Agarissa, membre de la commission politique de la CMA, est interrogé par Mamadou Bagaïko. Un point de presse aussi, ça permet d'informer le maximum des gens, et ce qu'on ne fait pas souvent. Il faut que les gens sachent la vérité, il faut que les gens cessent de croire ce qui n'est pas. Mais en conclusion, c'est pour faire l'état d'avancement du processus, pour que les gens sachent que il avance quand même, malgré les difficultés. On a déjà officialisé les autorités intérimaires. Ça, c'est le gouvernement a pris le décret qui officialise leur nomination au niveau des régions, même s'il y a quelques petites réserves de la CMA. Le quota du gouvernement dans certaines régions s'est trouvé majoré, alors qu'on avait une clé de répartition des conseillers intérimaires entre les trois parties, la plateforme, le gouvernement et la CMA. Il y a Tombouctou, il y a Kidal et il y a Ménaka. Je le disais dans les titres, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football a été effectué ce soir à Libreville, et vous le savez certainement, et vous avez certainement suivi sur nos antennes. Le Mali se retrouve dans le groupe D avec comme adversaire le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda. En match d'ouverture, le Gabon sera face à la Guinée-Bissau. Khalifa Nama Traoré revient sur les temps forts de cette cérémonie. Comme on aime se retrouver, les Aigles du Mali et les Black Stars du Ghana ont rendez-vous en phase finale de la CAN pour la 5e fois en 5 ans. En 2012 au Gabon et dans le groupe D, André Ayou et ses partenaires s'étaient imposés contre Seydou Keita et les siens en match de poule 2-0 avant de s'incliner sur le même score en match de classement. L'histoire se répétera juste une année après à Port-Elizabeth en Afrique du Sud. 1-0 pour le Ghana en match de poule et victoire malienne pour la 3e place, 3-1. Les pharaons d'Égypte, eux,
Bleus signent leur retour en CAN après avoir manqué les 3 dernières éditions. La dernière confrontation Mali-Égypte remonte en 1994 avec la victoire des Aigles 1-0 en quart de finale en Tunisie. L'Ouganda, qui retrouve une phase finale de CAN depuis 38 ans, complète ce groupe D. Le Mali n'a jamais joué contre ces pays en phase finale, mais au dernier CHAN Rwanda 2016, Maliens et Ougandais ont fait match nul, 2 buts partout. C'était au premier tour. Le groupe A reste ouvert avec le Gabon, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, seul néophyte de cette édition, et le Cameroun, vainqueur à 5 reprises. Le groupe B est certainement le plus relevé avec un derby maghrébin entre l'Algérie, meilleure attaque des éliminatoires avec 25 buts, la Tunisie, le Sénégal qui fait figure de favori et le Zimbabwe. La Côte d'Ivoire, championne en titre, en découdra avec le Maroc, son adversaire en qualification à la Coupe du Monde dans quelques semaines, la République démocratique du Congo et le Togo dans le groupe C. Le match d'ouverture de cette CAN opposera le 14 janvier 2017 le Gabon à la Guinée-Bissau. Quant aux Aigles du Mali, ils débuteront la compétition le 17 janvier contre l'Égypte avant d'affronter le 21 janvier le Ghana et terminer la phase des poules le 25 janvier contre l'Ouganda. Et suite au décès de Mme Fatmata Siré Diakité, les partis PDS et Farankaouli et l'association des fonctionnaires et diplomates à la retraite du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine présentent leurs condoléances à la famille de la défunte. Les 4 soldats tombés dans la zone de défense de Ségou ont été accompagnés en leur dernière demeure ce dimanche à Ségou. Les cérémonies funèbres ont regroupé les autorités civiles, militaires et parents au camp Cheikh Namadou de Ségou. Reportage Mohamed Aboua Koulibaly avec la voix de Fousseni Samaki. Ces vibrations sonores sont celles qui accompagnent les 4 braves soldats qui ont été victimes d'attaques terroristes sur l'axe Djabali-Nampala le jeudi dernier lors d'une mission de ravitaillement au compte du GTA Balanzan. Il s'agit des caporaux Ousmane Doumbia de la garde nationale, Fousseini Keita de la 263e compagnie des sapeurs du génie, du soldat de 2e classe Seydou Diassana de l'infanterie et du soldat de 1re classe Chekina Traoré de la 216e CSI de Banankoro. Ces vaillants soldats sont tombés pour des valeurs justes et nobles qui sont celles de la paix, de la liberté et de la souveraineté nationale selon les responsables militaires. Facile ne l'est pas cette pénible vie des soldats où la mort est une campagne invisible de tous les jours. Chacun représente une famille endeuillée avec des veuves, orphelins et amis profondément attristés. Chers compagnons, votre sacrifice ne restera pas vain dans cette longue lutte que les forces armées maliennes continueront à mener pendant un certain temps encore pour défendre notre patrie. La nation malienne toute entière vous exprime sa plus grande reconnaissance pour les sacrifices ultimes consentis. Dormez en paix, chers compagnons d'armes, et que la terre vous soit légère. Les FAMA se disent déterminés pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, quels que soient les obstacles rencontrés. Dormez en paix, chers défenseurs de la patrie. Me repose en paix. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal et vous donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. D'abord à 10h et à 13h avec Rachel Tessougé. Pour ma part, je serai là pour les éditions du soir. Vous aussi, je l'espère. Portez-vous bien et à demain.